18h03, on se laisse 2-3 minutes, hein, et puis le temps qu'une ou deux personnes arrivent. Et puis on va s'y mettre. Je vous ai préparé une petite déco derrière, histoire de, histoire de vous montrer un petit peu ce que je fais. En vérité, je suis là ce soir. Ouais, le groupe me plaît, Lydia. Ouais, ça c'est sûr. Même si je participe pas beaucoup, hein, je l'expliquais, je suis plus un lecteur qu'un participant. Mais franchement, ouais. Ouais, ouais, sincèrement, c'est vivant, c'est agréable à lire. Euh, donc je vous disais ce soir, oui, bon, je suis invité et je suis membre sous le nom de Frédéric Augris, c'est mon vrai nom, bien sûr. Mais je vais surtout intervenir sous le nom de Yvan de Relière, vous l'apercevez sur les images derrière moi, qui est mon nom d'auteur. Alors plus exactement, mon nom de romancier, voilà, on va dire ça, puisque j'écris depuis longtemps sous mon vrai nom, Frédéric Augris. Mais en vérité, j'en ai mis quelques-uns là. J'écris des livres qui ne sont pas des romans, donc je vais passer rapidement. Vous voyez, c'est des livres d'histoire. Donc c'est pas trop le sujet des mordus. C'est pas trop le sujet des mordus et qui sont plutôt tournés vers le fantastique, hein. Donc l'histoire, c'est pas trop le truc. En vérité, j'écris des livres d'histoire depuis le début des années 90 sous mon vrai nom, donc. Et je me suis mis au roman fantastique et de science-fiction en 2018. Donc là, la question s'est posée à ce moment-là, est-ce que j'écris ces romans sous le nom de Frédéric Augry, au risque de provoquer quelques confusions, ou est-ce que je prends des pseudos? Bon, bah, après discussion animée en famille, à l'unanimité, on a décidé que je prenais un pseudo. Voilà. Ça, c'est pour devancer peut-être une question qui allait venir, pourquoi ce nom d'Yvan Desrelières. Voilà. Euh, Donc en 2018, eh bien, j'ai décidé de voir si j'étais capable d'écrire des romans. Alors je me suis naturellement tourné vers la science-fiction parce que je suis fan du genre, aussi bien en littérature que dans le cinéma. Mais, euh, mais la question pour moi était de savoir si j'en étais capable, si j'étais capable d'écrire des romans. Alors, capable d'écrire, ça je le savais, hein, il y a eu les livres d'histoire. Les romans, c'était autre chose, c'est quand même un genre très, très différent. Donc j'ai sorti le premier livre, Soleil de sang, que vous voyez au-dessus de moi. Voilà. Alors Soleil de sang, c'est pas un gros livre, hein. Je l'ai surtout fait pour voir si j'en étais capable. J'ai repris une vieille histoire que j'avais en tête depuis très longtemps, depuis l'époque où adolescent, au lycée, j'étais interne et je m'ennuyais un petit peu le soir dans ma chambre. Au lieu de faire mes devoirs, j'écrivais des histoires sur mes cahiers. J'avais à l'époque inventé une histoire de vampires, les derniers vampires sur Terre. Et j'ai repris cette histoire que j'ai transformée. Soleil de sang n'est plus du tout une histoire de vampires. Mais j'ai repris un petit peu la trame. J'ai imaginé un groupe qui devait se battre contre la destruction de leur vieille ville, qui devait être rasée pour faire place à un centre commercial hyper moderne. Alors ça paraît pas très ni SF ni fantastique dit comme ça, jusqu'à ce que je vous dise que parmi ce groupe de personnes qui résistent, se diffuse une mystérieuse maladie, j'en dirai pas plus, qui les oblige simplement à vivre la nuit. Donc là, c'est un petit peu des restes de l'idée des vampires au départ, de vivre la nuit et de fuir le soleil. Donc c'est difficile de mener une lutte tout en étant contraint à vivre la nuit. Donc ça, c'est un petit peu le sujet de Soleil de sang. Je me suis rendu compte avec Soleil de sang que non seulement je pouvais écrire des romans, mais qu'en plus, bien, j'aimais ça, et que surtout les gens qui ont lu ce premier livre, je ne parle pas de la famille bien sûr, eh bien ces gens-là ont aimé, donc ça m'a amené à écrire le deuxième. Hop, 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 c'est pas facile avec une caméra, voilà. L'Iparis 312, ouais, j'ai un exemplaire ici, voilà, qui lui était vraiment non pas le livre d'essai, mais celui où je me suis vraiment senti auteur, sans prétention, et qui jusque maintenant, bien sûr, a eu le plus gros succès, puisque le troisième, Les Invisibles, que vous voyez derrière moi, n'est pas encore sorti. Il va sortir dans quelques semaines.
L'Iparis, là, le sujet, pour faire simple, je me suis posé la question, c'était par rapport à l'actualité. Au moment où je travaillais dessus, il se passait des événements à Hong Kong, les étudiants qui se révoltaient à Hong Kong, et puis bon, on sentait la montée de pas mal de régimes un petit peu durs un peu partout. Donc je me suis posé la question comment faire pour résister, pour survivre à l'instauration d'une dictature. Euh, et j'ai décidé d'aborder le sujet à travers différents personnages qui chacun vont l'aborder d'une façon différente. Certains vont résister en se livrant à l'art, d'autres à travers l'amour, d'autres en résistant et d'autres en partant vers des mondes lointains. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus là non plus, mais c'était un peu le sujet. Comment résister à une dictature en abordant différentes façons, et bien sûr, toutes ces histoires vont s'entremêler. Voilà. Quant aux Invisibles qui va sortir, bah, j'espère, en début d'année 2021, là, je suis en cours de réécriture de la version finale après le retour des bêta-lecteurs. Les retours sont bons, il y a juste deux, trois petites choses à modifier, ce qui est normal, c'est l'intérêt des bêta-lecteurs. Et là, le sujet, on est dans une dystopie, un monde, une civilisation qui s'effondre. Euh, il n'y a plus rien. Les villes sont en ruine. Tout est livré à la guerre civile, à l'anarchie. Et là aussi, la question est comment survivre dans ce monde-là quand a priori, on y a grandi, mais que l'on ne veut appartenir à aucun des deux camps. Voilà. Bon, vous découvrirez ça dans quelques semaines. Donc voilà, une rapide présentation. Je ne suis pas trop là pour parler de moi, un petit peu pour parler des livres, bien sûr, mais surtout pour parler, pour vous répondre et répondre à vos questions. Alors, je vais regarder un petit peu hop, ce qui a été dit. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont arrivés, hein. Alors, pourquoi avoir choisi un nom de romancier, me disait Lydia. Bon, j'ai un petit peu répondu, hein, c'était pour pas donc se mélanger avec l'historien, entre guillemets. Euh, Des lieux en particulier t'inspirent pour écrire, des films qui t'inspirent également. Ah, alors des lieux, non. Des lieux, non, j'imagine. Je, j'imagine complètement, surtout dans l'Iparis, où, puisqu'on part en partie dans un autre monde, alors là, il a fallu complètement imaginer un autre univers, avec d'autres règles physiques, d'autres paysages. Donc là, c'est de l'imagination complète. Et des films qui t'inspirent, oui, énormément, parce que je suis un énorme cinéphile. J'ai travaillé quelques années dans le cinéma, qui plus est. Donc j'adore ça. Je mange du cinéma 24 heures sur 24 quand j'écris pas. Et j'ai chez moi à peu près une petite vidéothèque ouais, à la louche, allez, à peu près 1000 films que je vois et revois avec plaisir régulièrement. Et beaucoup m'inspirent, oui, pas forcément que des films de science-fiction, mais c'est vrai que quand j'écris, même dans la SF ou le fantastique, j'ai régulièrement comme ça des scènes de films qui me reviennent en tête. Juste pour l'exemple, pour l'anecdote comme ça, je crois que c'était dans Soleil de sang. J'avais en tête le final d'un. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est pas du fantastique ni de la SF, c'est Kagemusha, un film d'Akira Kurosawa, un cinéaste japonais que j'adore. Et j'avais en tête la scène finale de ce film pour écrire une des scènes de Soleil de sang. Alors, j'ai pas retranscrit la scène de Kagemusha, mais je voulais retranscrire un peu l'ambiance et je me suis remis la scène sur écran. Je l'ai revu, même si le film, je le connais un peu par cœur. Et puis, j'avais l'ambiance en tête. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi beaucoup de musique de films qui m'inspire. Enfin, quand je travaille, moi, je ne peux pas travailler autrement qu'en ayant de la musique dans les oreilles. Si je suis dans le silence ou dans d'autres bruits, c'est impossible. Je peux écrire n'importe où. Je me souviens même des fois avoir écrit des chapitres assis par terre dans un hall de gare en pleine grève, mais à condition que j'ai dans les écouteurs de la musique. Et cette musique, je la sélectionne avant. Alors, c'est pas forcément des musiques de films. Ça peut être des chansons, ça peut être autre chose. Je la sélectionne en fonction de l'ambiance que je veux donner à la scène que je veux écrire. Mais c'est vrai que j'ai régulièrement des musiques de films qui me servent de fil rouge tout au long de l'écriture pour,
pour Soleil de sang, de mémoire, c'était une musique du film The Fountain de Darren Aronofsky, qui est un très très beau film de science-fiction. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande. Euh, Cette musique qui m'a servi ouais, de fil rouge tout au long de l'écriture. Et pour l'Iparis, c'était la musique de Interstellar. Voilà. Musique de Hans Zimmer, qui est superbe également. Donc voilà, j'ai à la fois donc ces musiques qui me servent de fil rouge, et c'est souvent effectivement des musiques de films. J'ai des scènes de films comme ça qui me reviennent et qui m'inspirent. Et puis après, j'ai d'autres musiques que je prends à droite à gauche en fonction des besoins. Lydia, mais j'aime les histoires de maladies. Bah, tu vas être servi avec, si tu veux lire l'Iparis, dedans, tu seras servi. Un petit peu dans Les Invisibles aussi. Ça, j'en dis pas plus. Les réactions de ton entourage quand ils ont appris que tu écrivais. Bah, j'ai écrit très jeune, euh, puisque j'écrivais, je vous l'ai dit, sans être publié à l'époque, dès le lycée. Et voilà, je passais beaucoup de temps à écrire pour le plaisir. Je faisais lire à ma famille, donc ils avaient l'habitude de voir que j'écrivais. Ensuite, j'ai écrit, puisque après le cinéma, j'ai eu une période journaliste. Donc là, j'ai un petit peu écrit dans des revues et dans des journaux. Donc voilà, me voir écrire, c'était l'habitude. Donc pas de surprise quand ils ont su que je publiais des livres. Les premiers ont été publiés par des éditeurs, on va dire, traditionnels. Depuis quelque temps, c'est le cas pour les romans, je me suis volontairement tourné vers l'auto-édition, ce qui n'a surpris personne aussi. Et pour ce qui est de la famille proche, mon épouse, mes enfants, pas de surprise non plus, puisque eux-mêmes écrivent. Donc, donc voilà, on baigne là-dedans, il y a pas eu de surprise. Et non seulement ils écrivent, et ils me lisent, ils me relisent, ils me critiquent souvent sévèrement d'ailleurs, et c'est très bien. Voilà. Luc me demande si j'ai d'autres projets. Oui, toujours plein. Plein, 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 puisque donc il y a Les Invisibles qui est qui est en vue de la ligne d'arrivée, qui va bientôt sortir. J'ai déjà en tête le roman suivant. J'écris aussi un livre d'histoire en ce moment à côté qui n'a rien à voir. Donc c'est on va dire une biographie sur une poétesse portugaise du 19e siècle. Donc là, on est loin du fantastique. Euh, donc oui, toujours plein de projets, bien sûr. Et puis à côté de ça, j'ai un site d'histoire, avec un grand H, pas d'histoire de petites histoires, de grandes histoires, où je publie régulièrement des articles. Donc toujours des projets d'écriture, ouais, bien sûr. Pour ce qui est des romans, donc Les Invisibles se terminent et j'en ai un autre qui se prépare. Pour l'instant, c'est juste dans la tête, deux, trois scènes comme ça, une ambiance qui se dessine. Je sais où je veux aller, mais j'ai pas encore l'histoire de définie. Mais ça se prépare. Ce sera, en général, je fais un livre par an, un roman par an, on va dire. Donc, on va imaginer que le suivant sera pour 2022, puisque Les Invisibles va sortir début 2021. Voilà. Donc, Luc, l'histoire t'inspire pour tes histoires. L'histoire avec un grand H t'inspire pour tes histoires avec un petit H. Euh, oui et non. Dire que pour l'instant, je n'ai jamais fait de livre fantastique qui se passait dans le passé. Ça aurait pu, pourquoi pas. Je pars plutôt dans les dystopies, donc dans un futur plutôt proche, ou dans la science-fiction. Alors là, c'est carrément dans d'autres mondes. C'est vrai que j'ai un petit carnet où je mets comme ça des idées qui me viennent, et j'ai une idée qui peut-être m'inspirera un jour pour un futur roman où j'imaginais faire remonter le temps à quelqu'un, où il rencontrerait des personnages historiques sur lesquels j'ai déjà travaillé. En particulier, il y en a un sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans, voilà, je sais pas, avec les reflets, voilà, qui s'appelle Henri Forestier. Alors c'est un personnage historique totalement inconnu, c'était un adversaire de Napoléon qui a organisé un complot contre lui. Ça fait ouais, 20 ans, un petit peu plus, que je fais des recherches sur lui, ce qui m'a amené à écrire plusieurs ouvrages et articles le concernant. Et je m'étais dit, il y avait un moment, tiens, pourquoi ne pas faire remonter quelqu'un dans le temps et lui faire croiser cet Henri Forestier. Ce serait l'occasion de mêler à la fois mes deux casquettes d'historien et de romancier. Bon, pour l'instant, c'est une idée juste dans un carnet. Je ne sais pas si je la ferai, je la mettrai
un jour, si je lui donnerai jour, en tout cas, après un autre roman, on verra. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, en tout cas. Euh, quel auteur lisez-vous? Et quel auteur vous inspire? Question de Régis. Alors, je lis des auteurs, je m'attendais à la question, donc j'ai préparé un petit peu mes livres de chevet. Alors, je lis bien sûr des livres de fantastique et de science-fiction. Alors, il y en a un que j'ai lu une dizaine de fois et qui est un livre de chevet que j'ai toujours pas loin de moi, que je feuillette régulièrement, que vous connaissez tous, bien sûr. Hop, c'est Le Seigneur des Anneaux. Alors, ça peut surprendre, et ça surprend un peu ma famille, parce que je déteste les pavés. Je déteste les pavés. Moi, j'écris des petits livres de 200 pages à peu près. J'aime pas lire les pavés, mais voilà, il y a des exceptions, c'en est une. Celui-là, je l'ai lu une dizaine de fois. Bon, alors, je suis pas un fan de fantasy pourtant, mais j'avoue, Le Seigneur des Anneaux et tout Tolkien, hein, j'ai tout Tolkien dans ma bibliothèque, je suis fan. C'est le seul auteur de fantasy qui a réussi vraiment à m'accrocher et à me passionner. Bon, je dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres un jour. Dans les auteurs de fantastique ou science-fiction, ah, mon livre de science-fiction préféré, ça va peut-être vous faire sourire, mais pour moi c'est le plus beau, le meilleur livre de science-fiction jamais écrit. Voilà, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors j'ai lu tout Saint-Exupéry aussi, hein, je suis un passionné de Saint-Exupéry, mais alors ça c'est énorme. Voilà. Et c'est la preuve qu'on peut faire petit, mais de très très grande qualité. Là c'est, on part dans l'imaginaire avec un grand I, on part dans le talent avec un grand T. Enfin bon, c'est un pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature tout court. Voilà, donc celui-là m'inspire beaucoup. Euh, dans le fantastique, j'aime beaucoup. Voilà, Edgar Poe. Edgar Poe m'inspire aussi énormément. Ses histoires fantastiques et pas que. Ouais, je les relis régulièrement. Bon, voilà, j'adore. Depuis que je suis enfant. Un auteur pas très connu, parce qu'il n'a pas beaucoup écrit, même si là j'ai ses œuvres complètes, vous voyez, c'est pas épais, c'est Lautréamont. Lautréamont, et en particulier, je suis un énorme fan des Chants de Maldoror. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas facile à lire, c'est très beau, c'est de la poésie, franchement, mais de la poésie en prose. Mais quand je dis dur à lire, c'est violent, c'est cruel, mais alors c'est d'une c'est vraiment, en termes d'écriture, c'est magistral, quoi. Voilà, donc ça m'inspire énormément aussi. Ah, en science-fiction, un livre que je lis souvent. Ah, j'ai dû le lire un peu, ouais, une dizaine de fois aussi, comme Le Seigneur des Anneaux, c'est Clifford Zimack et Demain les chiens. Alors ça, pour moi, c'est une énorme référence. C'est pas forcément le livre de science-fiction le plus connu. Alors, c'est pas du Philippe K. Dick, c'est pas ou un autre auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, Arthur C. Clarke, mais voilà, Clifford Zimack, lisez-le si vous ne l'avez pas lu, Demain les chiens, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, c'était un petit aperçu de mes auteurs favoris. Enfin, s'il y en a un autre que j'ai sorti là, mais ce n'est pas du tout de la science-fiction, et c'est un autre pavé. Pourtant, et là, ce n'est que le premier tome que je vous ai montré, mais je le lis souvent aussi. Mais c'est pour la beauté de l'écriture, et ça m'inspire souvent, y compris d'ailleurs quand j'écris. J'ai quelquefois quelques passages de ce livre-là et de cet auteur-là qui me reviennent pour m'aider de temps en temps. Et je vais feuilleter pour voir comment lui, il avait fait. C'est Victor Hugo et Les Misérables. Bon, voilà, on n'est pas dans de la science-fiction, mais c'est tellement beau à lire que je replonge dedans de temps en temps. Donc voilà, pour ce qui est de mes références en termes d'écriture, et oui, de temps en temps, il m'inspire pour écrire. Luc, lorsqu'on prend un pseudo, on doit repartir de zéro. Exact. Comment se faire connaître dans ce cas? Bonne question. Ben, on repart à zéro, tu le dis bien. Donc, il faut tout recommencer. Donc, c'est grosse campagne de médias, de presse, auprès des amis et de la famille qui découvrent d'un seul coup. Certains réagissent au bout de quelques années. Mais je ne savais pas que tu écrivais aussi des romans. Enfin, bon, voilà. Donc, il faut en parler, parler, parler. C'est les réseaux sociaux énormément, surtout que j'ai volontairement décidé pour le roman de partir sur l'auto-édition. Donc, il y a toute la promo à faire soi-même. C'est dur, c'est compliqué. Bon, il y a un petit peu d'expérience parce que malgré tout, avec les livres d'historiens, j'avais bon, déjà de l'expérience des salons, des dédicaces, etc. Mais oui, il faut recommencer à zéro. Alors, c'est à la fois un challenge et puis c'est à la fois motivant, intéressant et puis on a l'impression
ça redonne un coup de jeune quelque part. On se dit zut, allez, hop, on repart comme quand on avait 20 ans et bon, bah ouais, c'est dur. Non, franchement, c'est dur, mais c'est motivant. C'est motivant et je regrette pas. Franchement, je regrette pas. Ouais. Euh, par lequel de tes livres conseillerais-tu de commencer, me demande Lydia. Alors, je vais dire logiquement, peut-être Soleil 200, parce que d'abord, c'est le moins long. Donc, si vous avez du mal à aller au bout, vous y arriverez plus facilement. Personnellement, je préfère l'Iparis qui est plus abouti, plus construit, etc. Je vous l'ai dit, Soleil 200, c'était plutôt un travail euh, de débutant en tant que romancier pour voir si j'allais y arriver. Alors, pourquoi est-ce que je dis malgré tout Soleil 200? Parce que euh, il y a des points communs entre les trois romans. C'est pas une suite, les trois livres. Ils ne se suivent pas, mais pourtant ils se suivent. Je vais m'expliquer. Euh, les trois livres ont un univers un petit peu commun. Tous les trois se passent au même endroit, dans la même ville, même si c'est une ville que je ne nomme pas. Mais ce sont des personnages différents, à des moments différents, avec des histoires différentes. Voilà. Même si, malgré tout, de temps en temps, quand on lit un des livres, on peut reconnaître des éléments de l'autre. Donc, si vous lisez d'abord, hop, je vais essayer avec la caméra, je ne pourrais pas présenter la météo à la télé, hein, ça c'est sûr. Donc, si vous commencez par Soleil 200, ensuite l'Iparis, et vous terminez par Les Invisibles, vous allez, en les lisant, trouver une fois sur l'autre des éléments en disant, tiens, ben ça c'était dans le roman d'avant. Ce personnage secondaire dans tel roman, c'était le héros de l'autre, etc. Mais en vérité, comme les histoires ne se suivent pas, euh, elles sont indépendantes les unes des autres, vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Donc j'avais voulu ça dès le départ. Je voulais créer une sorte d'univers où euh, on va comparer avec des films de science-fiction dont je suis fan, les Star Wars. Euh, Même s'ils se suivent, il y a eu d'autres films et puis il y a eu les séries à la télé, les dessins animés. On peut les regarder euh, indépendamment un petit peu les uns des autres, même s'ils se suivent. Alors les films, faut les regarder à la suite, bien sûr, mais on peut regarder la série télé sans avoir vraiment vu les films. Mais si on a vu les films, on va trouver dans la série télé des éléments qui nous rappellent quelque chose. Bon, les trois romans que j'ai écrits, c'est un peu la même idée. On peut les lire vraiment dans n'importe quel ordre, c'est pas gênant, pas du tout. Ils sont vraiment avec des histoires indépendantes les unes des autres. Mais à chaque fois, vous allez trouver des éléments. Chaque fois, vous en lirez un autre, le deuxième ou le troisième, mais vous allez trouver des éléments qui vont vous rappeler l'autre roman. Il y a des passerelles, des clins d'œil, des choses qui rappellent, et puis des personnages en commun, mais encore une fois, les trois se lisent vraiment indépendamment. Donc vous pouvez les lire dans l'ordre d'écriture, hein, commencer par Soleil de sang, ensuite l'Hyparis et les Invisibles, ou les lire dans n'importe quel ordre. C'est pas gênant. Ce que je vous conseille surtout, c'est pas du tout du marketing, mais ce que je vous conseille surtout, c'est là que vous allez prendre, je pense, le plus de plaisir, c'est de les lire tous les trois. Parce qu'en les lisant tous les trois, vous allez trouver des points communs et des clins d'œil les uns de l'un à l'autre. Voilà. Lydia, utilises-tu des prénoms à caractère de ton entourage pour écrire tes livres? Pas du tout. Pas du tout. J'invente des prénoms. Je prends quelques prénoms pour mes personnages qui sont totalement inventés. C'est souvent je prends clairement des anagrammes. Je prends le Scrabble et puis je mélange des lettres. C'est un peu ça. Mais oui, c'est même carrément ça parce que pour certains d'entre eux, oui, j'ai pris des lettres, j'ai mélangé. Puis j'ai vu, tiens, ça sonne bien. Je pioche souvent aussi dans des dictionnaires de noms exotiques, des noms orientaux ou bretons, puisque j'habite en Bretagne, donc je prends des noms bretons aussi. Bon, voilà, je veux des consonances qui ne soient pas trop franco-françaises, même si j'ai des personnages et même des héros de mes livres. Il y en a qui s'appelle François, un autre qui s'appelle Yann. Bon, voilà. Mais au milieu de tout ça, il y en a d'autres qui ont des noms un peu bizarres. Il y a euh, un des héros de Seuil de Sang s'appelle Bias. C'est un vrai prénom qui existe, mais qui est pas français. Donc voilà, je m'inspire pas de la famille. Pourquoi? De la famille ou des proches, parce que j'aurais trop peur en mettant un prénom que je connais, sur lequel du moins je peux mettre un visage, et bien aussi d'essayer d'y calquer des traits de caractère.
Et ça, je veux pas. Je veux créer un personnage de toute pièce. Voilà. Donc, volontairement, je ne mets pas mes proches dans mes livres. Voilà. Euh, Lydia, l'auto-édition a été un choix de ta part, pour interrogation. Ouais, c'est un choix de ma part. Pourquoi? Parce qu'après avoir testé pendant plusieurs années la vraie édition, alors jamais des grosses maisons d'édition, hein, mais des petites malgré tout, j'en avais marre de devoir faire de la promo qui n'était pas rémunérée. C'est purement bon, c'est un problème financier. Voilà, mercantile, je vais y arriver. Euh, Disons que c'était un choix. Je me suis dit, allez, entre être plus ou moins bien diffusé, vu que j'étais sur des petites maisons d'édition, c'était plutôt moins que plus. Devoir faire de la promo comme si c'était moi qui avais fait l'édition. Et être payé pour pas grand-chose. Pourtant, j'ai quelques-uns de mes livres d'histoire qui ont été pas mal vendus. J'en ai un qui a été vendu non, je ne veux pas dire de bêtises, mais à 4 ou 5 000 exemplaires, qui est épuisé maintenant. Eh bien, j'ai pas touché grand-chose au final dessus. Donc au bout d'un moment, on se dit, c'est un énorme boulot pour pas grand-chose. Donc j'ai voulu tester l'auto-édition, d'abord avec des livres d'histoire et ensuite avec les romans. Ok, je vends beaucoup moins, c'est beaucoup moins visible, c'est beaucoup moins diffusé, mais je gagne autant. Donc, donc je me dis, après tout, le gros avantage de l'auto-édition aussi, c'est de ne pas attendre des mois et des mois et des mois d'avoir un retour, souvent négatif, d'une maison d'édition et d'avoir le livre qui ne vit pas sa vie. Moi, je veux que le bouquin vive, je veux avoir le retour des lecteurs très vite. Et voilà, je veux passer à autre chose aussi très vite. Une fois que le livre vit sa vie, une fois qu'il est lancé, je veux me vider la tête et passer à un autre projet. Mais tant qu'il est quelque part, en attente de retour d'une maison d'édition, tant qu'il n'est pas sorti, il est là encore quelque part dans un coin et j'ai du mal à passer à autre chose. Donc une fois que je l'ai écrit, je veux qu'il soit vite diffusé. Je veux vite le contact et le retour avec les lecteurs et je veux passer à autre chose. Donc, c'est la grande, grande force de l'auto-édition, cette rapidité, le contrôle absolu. Sa faiblesse, on le sait, c'est la diffusion et la visibilité, mais je pense que ça va petit à petit changer avec les années qui viennent. Je suis moi personnellement convaincu que l'auto-édition sera un incontournable du monde de l'édition dans les années qui viennent. Il y aura toujours les éditeurs classiques, bien sûr, qui de plus en plus d'ailleurs, j'ai vu le changement, sont de moins en moins des vrais éditeurs, enfin du moins des maisons d'édition qui prennent totalement en charge. De plus en plus, ils vous demandent de participer, d'acheter une partie des livres, etc. Bon, allez. Mais non, je préfère tout contrôler, même si financièrement il faut oser, même si ça rapporte pas forcément beaucoup, même si l'auto-édition, il faut s'investir énormément, mais au moins, on sait où on va, on sait ce que l'on fait, et c'est beaucoup plus valorisant et gratifiant. Voilà. Et encore une fois, je suis persuadé qu'à l'avenir, l'auto-édition va prendre une telle ampleur voilà, que ça va être dans le monde de l'édition un incontournable. Pas forcément dans 6 mois, mais je dirais dans les 10 ans qui viennent, ça sera le cas, j'en suis persuadé. Alors, voyons un peu les questions. Les recherches sur des personnes peu connues ne sont pas trop compliquées. Si, si, c'est long, c'est compliqué, mais quand on trouve, c'est passionnant. Juste, puisque là, on fait un aparté sur les livres d'histoire, mais je suis ravi que ça intéresse aussi pour les recherches concernant Henri Forestier. Donc, ça fait 20 ans que je cherche sur lui. Euh, eh bien, ça m'a amené jusqu'à Londres, jusqu'à Lisbonne, faire des recherches, puisqu'il est mort à Londres. Il a été en relation avec une poétesse portugaise, celle sur laquelle je travaille actuellement aussi pour mon prochain projet. Bon, voilà, ça fait voyager et ça permet aussi de découvrir d'autres cultures et surtout de chercher des documents dans des centres d'archives lointains ou difficiles. Puis quand on trouve, c'est passionnant. Ce personnage qui n'est pas connu, hein, c'est pas Robespierre, c'est pas Napoléon, mais c'est un adversaire de Napoléon. Eh bien, malgré tout, j'ai été
alors ça, c'est ma petite fierté. J'ai élucidé quelques années, c'était long, euh, comment il était décédé, où il était décédé. Et quand j'ai découvert ça, bien sûr, ça a été gratifiant. C'était l'occasion de faire des articles, des conférences, etc. Bon, voilà. C'est quand on cherche, c'est dur, c'est passionnant. Faut aimer ça. Faut aimer ça. Il faut avoir le temps pour ça. Mais quand ça aboutit, c'est passionnant. C'est une vraie école de patience et ça, c'est excessivement précieux aussi pour l'écriture de romans, puisque bah, vous n'êtes pas sans l'ignorer, c'est un travail de longue haleine aussi, l'écriture de romans. Voilà.